Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Plus rien n'avait de sens. Puis je passais toute la journée sur le canapé à rien faire. Et à râler et à ruminer toute seule de rien faire. Juste de rien faire. J'avais plus envie et j'avais plus aucun sens. J'ai déserté un peu les réseaux à ce moment-là. Même dans ma vie entrepreneuriale, elle n'avait plus de sens en fait. Cette vie-là, il y a un matin où je disais non mais là c'est bon, je disparais, j'ai plus envie. C'est pas ma vie, c'est pas fait pour moi. Je veux plus de ça, etc. Aujourd'hui, je rencontre Solène Feg, mentor, conférencière, passionnée d'astrologie et de multipotentialité. Solène a commencé en autodidacte dans la restauration, puis dans le marketing, l'affiliation en passant par la création d'une marque de gémologie, un diplôme d'astrologie, l'écriture d'un livre et du mentorat d'entrepreneur. Bref, c'est une véritable touche-à-tout qui n'a pas peur de sans cesse recommencer à zéro. Elle témoigne ici de ses sorties de zone de confort, de comment on passe d'un salaire de 30 000 € à 1 000 € par mois et de comment elle réapprend sans cesse de nouvelles choses qui la forcent à être humble. Solène a un besoin viscéral de sens et de vibrer pour ce qu'elle fait. Et c'est ça qui la pousse à d'éternels recommencements. Dès que ça ne vibre plus, elle n'hésite pas à se réaligner dans d'autres choses, même si les chemins sont parfois difficiles. J'ai beaucoup aimé son témoignage et j'espère qu'il vous inspirera à prendre la voie qui vous appelle, quels que soient les obstacles. Belle écoute. Moi, je m'appelle Solène, j'ai bientôt 28 ans et je suis entrepreneur depuis bientôt 5 ans. Me présenter est toujours un challenge parce que j'entreprends dans divers domaines, donc je suis une entrepreneur multi-passionnée. Donc j'ai quand même mon fil rouge, on va dire, qui est d'aider les entrepreneurs à révéler leur potentiel, à se trouver, à oser. Ça, c'est un petit peu mon credo, c'est d'oser être soi sous toutes ses facettes finalement. Donc voilà, et puis je le fais à travers différentes manières. Je suis aussi une grande passionnée d'astrologie. À côté, tout ce qui est un petit peu outil de connaissance de soi, c'est clairement mon dada et ça m'aide à étayer un petit peu tout ça. Et puis accessoirement, je suis aussi maman depuis 6 mois. J'ai aussi un podcast, je fais aussi des conférences, je suis aussi autrice d'un oracle et bientôt, pour 2024, d'un livre. Donc voilà, pas mal de projets sur le feu. Je sais jamais trop comment me définir, mais je suis une multipassionnée, quoi. Je me laisse un peu aller. Oui, et tu as fait d'ailleurs beaucoup de sujets, bon, on en reparlera après, mais sur la multipotentialité, etc. Et je pense que du coup, ça touche aussi pas mal de gens. Pour revenir, toi, sur ton parcours, avant tout ça, par où tu commences? Que j'imagine que tu n'as pas commencé directement par tout ce milieu du bien-être et du développement personnel. Non, non, du tout. Moi, quand j'ai commencé, dans l'entrepreneuriat il y a 5 ans, alors bon, forcément, le marché évolue tellement vite, en fait, que j'ai l'impression de parler de quelque chose, d'il y a bien plus longtemps. J'ai commencé à entreprendre quand j'étais au Canada. J'habitais à Montréal à l'époque et en fait, j'ai été beaucoup drivée par cette vibe un peu nord-américaine, mais qui finalement m'a beaucoup aidée. J'étais quelqu'un qui manquait cruellement de confiance en elle, et qui me laissait beaucoup porter par ce que les autres pensaient de moi et notamment mon entourage qui n'était pas hyper bienveillant à l'époque. Alors je parle pas de ma famille, hein, mais plutôt les personnes, que je considérais comme mes amis et du coup, je me suis un peu confortée à ce qu'ils projetaient en fait sur moi. Donc j'ai pas fait grand-chose alors que j'avais déjà pas mal d'idées en tête et le fait de partir à l'étranger m'a aussi, je pense, beaucoup aidée. Alors à l'époque, je suis partie, avec mon ex-compagnon et ça m'a beaucoup aidée à me retrouver un peu dans ma bulle, dans mon cocon et pas de savoir ce que je voulais faire parce qu'en fait, quand je me suis lancée un peu comme ça. Je me suis lancée sur les réseaux déjà. J'ai commencé à développer, mon Instagram, mais sans vraiment avoir l'idée comme maintenant qu'il faut développer Instagram parce que j'avais pas d'offre en fait. Je partageais juste ce que j'avais envie de partager, donc du voyage parce que je voyageais et du dev perso. Voilà, c'était très basique en tout cas
à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus basique. À l'époque, ça se faisait pas trop. Donc, du coup, je partageais une jolie photo de voyage avec une réflexion que je pouvais avoir, etc. C'est comme ça que du monde a commencé à arriver aussi sur mes réseaux. Et en fait, j'ai commencé à me Et là, tu vivais de quoi à l'époque? à la j'étais salariée. J'ai fait pas mal de choses alors là, si je parle vraiment du Canada, je m'étais sortie de la restauration. J'avais travaillé 3 ans dans la restauration auparavant et suite à une très, très mauvaise expérience qui a été la dernière dans la restauration en France, j'ai fait une croix dessus. Je me suis dit: «OK, plus jamais, il faut plus jamais que cette chose arrive». Voilà, ça a été, enfin voilà, je suis très violent verbalement et physiquement avec un de mes anciens patrons et à l'époque, voilà, j'avais 21 ans et je me laissais, vraiment faire pour le coup. J'ai toujours été assez naïve. Je sais pas si c'est de la naïveté ou de la bêtise, mais bref, je me laissais un petit peu faire parce que j'avais un peu ce syndrome du people pleasure, tu sais, ce syndrome de j'ai envie de plaire absolument, mais pas plaire dans le sens séduire, mais plaire, syndrome de la bonne élève. Voilà, je suis une bonne employée, je vais tout faire bien, je vais me donner à fond et cetera. Donc j'ai arrêté et quand je suis arrivée sur Montréal, je me suis retrouvée sur un poste d'assistante, chargée de projet dans un cabinet de traduction. Donc en soi, c'était plutôt chouette au début, mais je me suis très vite ennuyée et moi, ça, c'est un petit peu le souci de ma vie, hein, c'est que je m'ennuie très, très vite dans les choses. Une fois que j'ai décidé que j'avais été au bout de la chose, il faut que je switch. Sauf que, quand on est salarié, c'est un petit peu plus délicat que quand on est entrepreneur. On a plutôt cette liberté de créer finalement ce qu'on a envie. Hem, donc ça a été un peu ce déclic en fait de me dire, «Je sens que cette vie-là, elle est pas pour moi». Hem, Sans que ce soit péjoratif, hein, quand je parle de ça, ça peut tout de suite paraître: «Bah, non mais attends, enfin, des salariés, il en faut». On s'entend que moi, je parle vraiment de mon expérience. Moi, je ne me sentais pas en fait, en accord avec ça et j'avais la sensation de ne pas exploiter mon plein potentiel, réellement. D'être vraiment enfermée dans cette boîte et qu'on me dise: «Bah, tu fais ça et ne déborde pas parce que sinon, ça va pas le faire. C'est pas comme ça, c'est pas pour ça qu'on t'a employé». Mais en fait, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'entrepreneuriat. Avant ça, j'ai participé à une conférence qui a été un gros déclic dans ma vie, d'un entrepreneur qui s'appelle Franck Nicolas, avec qui je résonne un petit peu moins, à l'heure d'aujourd'hui, mais qui m'a créé beaucoup de déclics en fait à l'époque. Enfin, en tout cas, son discours me parlait beaucoup à l'époque. Parce que bon, c'est un discours très, très, yang comme j'aime bien dire, donc très on va au front, c'est vraiment un coach de performance et cetera. Mais je pense que c'est ce que j'avais besoin aussi à l'époque. J'avais besoin qu'on me pousse un peu et quand je suis sortie de cette conférence, ça a duré 8 heures, je me souviens Ah dans une ouais! salle, je me suis dit: «Mais» ouais, ah ouais, c'est le premier investissement que je faisais vraiment sur moi-même. Je crois que j'avais dû payer quelque chose comme 600 canadiens, un truc comme ça. Et je me suis dit: «Mais ah ouais, là, je suis vraiment en train de passer à côté de ma vie» et alors que bon, voilà, j'avais 22 ans, hein, tu vois? Mais oui, j'avais la sensation que, je sais pas, en fait, que le temps pressait, que j'étais en train de passer à côté de quelque chose et 2 mois plus tard, on me démarche pour, du MLM, du marketing de réseau. Moi, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, on me présente une société, alors, voilà, j'allais dire jusque-là classique parce que maintenant ça s'est vachement démocratisé, mais une société plutôt dans le trading, la crypto-monnaie. Bon, je connais pas trop, mais en bonne multipassionnée que je suis, on va apprendre, on verra bien, on va se lancer, on va voir. Donc j'accepte. Ça fonctionne super bien. Je cartonne là-dedans, je m'épanouis, je trouve ça cool au début. Et après, Mais attends, du coup, parce que moi, marketing comment de réseau, ça me parle pas trop. Ça veut dire que, c'est quoi ce que tu fais? C'est de la vente ou alors au contraire, j'ai aucune idée de ce que c'est? Alors, en gros, si tu veux, le marketing de réseau, tu dépends d'une, société et tu as ce système un peu alors ça va pas trop plaire, aux gens si je dis ça, mais surtout s'il y en a qui font du MLM par ici, mais tu as ce système un peu pyramidal où tu sais, tu dois recruter des gens dans tes équipes et le nombre de personnes te crée aussi un salaire fixe, te crée un récurrent, tu vois? Donc, typiquement, moi, à l'époque, tu vois, si par exemple, alors tu payes un abonnement pour accéder à des services. Donc là, l'idée, en gros, c'était de payer alors c'était un abonnement qui était quand même pas donné, hein, 200 € pour que je puisse accéder aux services de trading et apprendre comment on fait alors c'est du copy trading, hein, parce que là, pareil, on n'est pas des traders non plus, mais de faire du trading, d'apprendre à investir sur des crypto-monnaies et cetera. Donc c'était plus une société autour de l'investissement, on va dire de l'apprentissage, de l'éducation financière, ce genre de choses
Et donc, tu pouvais gagner de l'argent et avec les services, si tu te débrouillais bien, et avec le côté marketing de réseau, justement, où plus tu recrutais de monde dans ton équipe, plus tu avais de récurrents. Et moi, j'étais arrivée à un récurrent de 5 000 $. Et pour moi, enfin, c'était incroyable. Tu vois, enfin, je veux dire, je viens pas d'une famille de riches, entre guillemets. J'ai manqué de rien dans ma jeunesse, mais ce que je veux dire, c'est que dans ma famille, personne n'est entrepreneur, ce genre de choses. Donc, 5 000 $ plus mon travail salarial à côté, oui, ça a commencé à changer beaucoup de choses dans ma vie. Sauf que je me suis retrouvée dans ce côté un peu désalignement, en fait, où ça a commencé à ne plus résonner avec moi 8 mois après que j'ai commencé. Et j'ai commencé à mettre mon énergie à regarder un peu ailleurs parce qu'en fait, j'avais la sensation que, encore une fois, hein, c'est très, très propre à moi, mais que je me faisais de l'argent sur le dos des autres. C'est-à-dire que je faisais rentrer du monde dans mes équipes, mais ce monde-là ne faisait pas d'argent. Et du coup, je me disais: «Mais c'est bizarre, enfin, il y a un truc que je file pas vraiment». Et donc j'ai arrêté, j'ai laissé ça. Et entre-temps, je me formais. Donc je me formais à plein de trucs assez différents parce qu'en fait, je cherchais encore énormément ce que je pouvais faire. Donc j'ai acheté une formation dans le e-commerce, j'ai acheté des formations Instagram pour me développer, des formations d'investissement immobilier, des formations à comment créer des tunnels de vente, tout ce genre de choses. J'essaie de regarder un peu ce que j'aimais moins. Et j'étais une grande passionnée d'immobilier. Je suivais une formation d'IMO que j'adore. Même encore aujourd'hui, je trouve elle est top. Bon, le gars s'appelle Christopher Van Gen. Maintenant, il est devenu pas mal reconnu. À l'époque, il était un petit peu moins. Et je parlais de cette formation finalement sur mes réseaux. Et un peu comme un TripAdvisor des formations. En fait, je suivais plein de formations et après, je les recommandais ou pas, tu vois. En fait, je donnais vraiment mon avis sur la formation. Et en fait, on sait que maintenant, c'est de l'affiliation, mais moi, à l'époque, je connaissais pas le terme affiliation. C'est revenu aux oreilles de Christopher et un jour, il m'envoie un DM, il me dit: j'ai entendu que tu parlais de ma formation énormément, je te remercie parce que, il y a plein de personnes qui viennent de toi, mais je te propose qu'on fasse de l'affiliation puisque du coup, tu fais ça, mais gratuitement». Moi, pour moi, c'était très barbare ce terme-là, je savais pas ce que c'était et je lui ai dit: «Mais c'est quoi l'affiliation? Ça consiste en quoi?» Il me dit: «En gros, je te donne un lien, qui est à toi et chaque personne qui passera par ce lien, te rapportera une commission. Donc en fait, toi, tu as rien à changer, tu as rien à faire parce que tu fais déjà ce qu'il faut. Juste, au lieu de mettre mon lien, tu mets le tien. Comme ça, au moins, les ventes, elles te reviennent à toi, tu vois?» Et je me suis dit: «OK, c'est cool, pourquoi pas?» Donc j'essaie, je fais un super mois pour la première fois, et je me dis: «Waouh, OK, là, il y a du chiffre à faire, c'est chouette». Et en plus, je me sentais assez alignée à ça parce que j'avais pas besoin de modifier ma communication. Parce que moi, ça a été une de mes premières questions, c'est que je lui ai dit: «OK, mais attends, est-ce que je dois faire un truc?» Parce que moi, j'ai pas envie de changer ce que je fais parce que ça me plaît et c'était comme ça que je commençais en plus à avoir une audience à l'époque parce que, justement, je recommandais pas mal de choses. Il me dit: «Non, non, mais tu as rien à faire, tu restes comme tu es». Et c'est exactement ce qui a fonctionné. Et là, je me suis dit: «Bon, après un mois à avoir bien marché comme ça, est-ce que je me formerais pas davantage? Est-ce que j'irais pas pousser un petit peu plus le truc?» Et donc j'ai commencé étant donné que j'étais sur Montréal, j'étais vachement influencée, en fait, par le cadre un peu nord-américain, les entrepreneurs, qui étaient là-bas. Et donc j'ai commencé à me former un peu sur le marché américain, à prendre des formations américaines sur l'affiliation marketing et cetera. Le mois d'après, j'ai doublé mon chiffre et ça a continué à être un peu exponentiel comme ça. Et c'est vraiment comme ça que je me suis lancée. Ça a été beaucoup, du coup, grâce à cette expérience avec Christopher parce qu'en fait, je suis devenue sa meilleure affiliée. Il m'a présentée dans des conférences. Enfin voilà, j'ai commencé à me faire mon petit nom là-dedans, jusqu'à ce que, l'ennui finisse par me trouver. Et là, ça a été un petit peu plus problématique parce que j'avais déjà un business qui était stable, en tout cas ce que je pensais stable. Je gagnais bien, c'était chouette et tout. Mais il y a eu, il y a eu la crise, il y a eu les confinements et cetera. J'ai pas été directement impactée parce que pendant les confinements, les gens consommaient de la formation. Donc moi, finalement, c'était dans mon intérêt. Mais ça a été plutôt l'année d'après, en 2021. Parce que là, tu vivais que de l'affiliation sur plusieurs formations, du Ouais, coup. c'est exactement ça. Je faisais principalement de l'affiliation pour Christopher, mais ensuite, étant donné qu'il m'avait présenté comme la meilleure affiliée à pas mal d'autres entrepreneurs, ce qui était chouette, les choses se sont inversées, c'est que du coup, c'est les entrepreneurs et de gros entrepreneurs qui venaient me voir pour que je fasse de l'affiliation pour eux et c'était plutôt à moi de, du coup, accepter ou non.
parce que, bah, après je me suis retrouvée dans un cas où j'avais pas envie d'accepter non plus tout le monde. Le but c'était pas de parler de tout et n'importe quoi, surtout que j'avais réussi à bâtir quelque chose en tout cas de vrai, enfin de ce que moi j'estimais être vrai, authentique et je voulais pas partir, enfin voilà, je pense que quand on a une communauté, enfin on sait à quel point c'est pas facile de bâtir une communauté et de la bâtir sur des valeurs qui nous sont propres et je trouvais ça dommage en fait de tout gâcher, sous prétexte qu'il y avait de l'argent un petit peu à gagner donc voilà, j'ai décidé de faire une croix sur certaines choses et de rester avec, principalement Christopher parce que, bah, finalement, c'était aussi la formation qui était le plus facile pour moi à parler et voilà, je la connaissais par cœur, je me l'étais vraiment appropriée pour le coup et puis, ben, au bout d'un moment, c'est pas que sa formation résonnait plus ou quoi que ce soit, mais c'est que, comme je t'ai dit, je me suis un peu ennuyée et je trouvais plus forcément de sens à ce que je faisais, et c'est le moment où je suis partie sur Bali d'ailleurs, fin 2020 et entre-temps, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas essayer de monter une marque?» Je rencontre une copine qui deviendra une amie et cetera par la suite. On s'associe sur cette marque-là, une marque en lithothérapie, pour tout te dire. Donc voilà, on était autour des pierres parce que j'adore la Oui, lithothérapie. du coup, la lithothérapie, pour ceux qui connaissent pas, c'est de pouvoir te soigner avec les pierres, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est, une thérapie par les cristaux et donc je me forme à ça. Je passe, une petite certif, de lithothérapeute et cetera. Je trouve ça trop chouette. En plus, je baignais un peu dans ce truc, pour ceux qui sont déjà allés à Bali, vous savez que Bali, c'est quand même assez spirituel. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses autour de ça. Alors, à trier, hein, il y a à boire et à manger pour le coup. Donc je me dis: «Pourquoi pas créer une marque autour de ça?» et je commence à me défocaliser un petit peu de l'affiliation, pour, essayer de monter quelque chose à côté et en fait, bah, le problème, c'est qu'en enlevant mon focus de l'affiliation, qui était ma seule source de revenus, mes revenus font ça et en fait, moi, j'avais du mal de plus en plus à en parler sur les réseaux parce que j'étais de moins en moins, alignée, moins en moins OK et j'avais envie de me focaliser vraiment sur une marque et sur ma marque et en fait, c'était, une marque, ça prend énormément de temps. C'était un gros, gros challenge. On a fait 2 ans de développement de marque pour, au final, fermer cette marque parce qu'après on s'est plus entendu mais du coup, ça a été, voilà, mon année 2021, ça a été je peux pas dire une année d'échec parce que j'ai bien rebondi mais c'était compliqué, en fait, d'accepter de faire une croix quelque part sur sur mes revenus principaux et en fait, moi, c'est de réveiller ma peur du manque et moi, je suis quelqu'un qui, a une grosse peur du manque, énorme. Je sais pas d'où je me sors cette peur-là parce que j'ai jamais rien manqué, enfin, pas pendant que j'étais plus jeune. J'ai manqué énormément quand j'étais étudiante et cetera, mais pas réellement quand j'étais plus jeune, avec mes parents. Mais là, c'est venu vraiment réveiller ça, ma oui, ma zone de confort, cette fameuse zone de confort, mais ma zone de sécurité, je dirais même et parce qu'avec cette marque, on gagnait rien. Évidemment, on faisait du chiffre d'affaires, mais on était loin d'être en bénéfice parce qu'il y avait énormément de frais à côté et c'était aussi beaucoup d'énergie, donc j'avais pas le temps non plus d'essayer de créer d'autres choses à côté. Donc voilà, je passais grosso modo, bon, je vais parler un petit peu de chiffres au risque de faire, frissonner certaines personnes, mais je passais de 30 000 € par mois à 1 000 € par mois. Donc j'ai fait un peu la success story, à l'envers et même si oui, on vit avec 1 000 €, c'est sûr que je m'étais habituée, pendant, 1 an ou 2 à vivre avec, plus. Alors ça veut pas dire que je dépensais les 30 000, mais en tout cas, j'avais un confort de vie qui était un peu meilleur que ce que j'avais après et c'est surtout qu'au-delà de ça, au-delà juste de mon confort de vie, c'est que je pouvais plus rien créer et en fait, moi, l'argent me sert énormément à créer, en fait et ça me sert à je le transpose toujours d'un projet à l'autre. Je suis pas forcément un écureuil, j'avoue, je vous cache pas qu'il reste pas bien, bien longtemps parce que je le transfère, en fait, d'un projet à un autre dès que j'ai quelque chose et là, c'est ça, en fait, qui m'a manqué le plus, dans cette perte de revenus, c'est de me sentir limitée dans ma création et de finalement plus pouvoir rien faire et d'avoir du mal même à réinvestir dans la marque qu'on était en train de créer. C'était très compliqué. Hem, ouais, bon là, du coup, je suis allée un peu loin dans la question, Non, non, mais du coup, effectivement, plein de questions, parce qu'en fait, ce qui est marrant dans ton parcours, c'est que souvent les bascules, elles se font, enfin, d'une situation confortable où tu as un bon revenu à chaque fois pour repartir de zéro, et parce qu'en fait, tu es vraiment guidée par, ta soif d'apprendre. Enfin, vu tout ce que tu fais, enfin, on sent que tu as toujours besoin d'apprendre des nouvelles choses et de pas, t'endormir, quelque part, quoi. ouais, c'est exactement ça. Puis je suis quelqu'un qui est vachement enfin, beaucoup plus maintenant à l'écoute, de moi. C'est très bateau de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, je me laissais plutôt,
guidée par, les injonctions sociétales, tu vois? De me dire: «Bah non, bah, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça parce que si tu fais ça, qu'est-ce qu'on va penser?» et cetera. Tandis que maintenant, c'est beaucoup moins le cas, en fait, tu vois? Quand je sens que je dois switcher, ben, je m'en fiche un peu du «qu'en dira-t-on». Enfin, si moi, je sens qu'il y a quelque chose qui vibre plus, étant assez présente sur les réseaux, ça se sent, tu vois? Et c'est pas avec, ce que j'ai envie de transmettre. Heu, je pense pas qu'on puisse être 100 authentique. Ça, c'est se mentir à soi-même. Mais en tout cas, on peut essayer de faire de son mieux et moi, c'est un peu mon credo bah, j'essaie d'être honnête avec vous, et je sais qu'on me le rend bien aussi, tu vois? Donc bah, ça passe aussi par, expliquer aussi tous ces changements parce que forcément, l'année 2021, j'ai eu beaucoup de mal à en parler. J'en ai parlé qu'en 2022 de tous ces changements-là, de tout ce qui se passait et beaucoup l'ont remarqué qu'il se passait quelque chose, mais j'ai eu tellement honte. En fait, c'était un sentiment de honte, d'avoir comme, réussi et encore que où se place la réussite? Qu'est-ce que la réussite? Mais d'avoir comme réussi ou donné cette sensation de réussite, 1 ou 2 ans auparavant et là de revenir à une certaine médiocrité. Voilà, c'est un peu dur, mais c'était un peu comme ça que moi je le percevais et j'avais du coup, honte de comment je pouvais m'exprimer là-dessus, en fait? Alors qu'auparavant, j'étais je me voyais comme, quelqu'un qui inspirait les autres parce que c'était ce qui ressortait et là, je me disais: «Mais là, il y a rien d'inspirant, en fait, donc je vais pas partager ça parce que ce n'est pas du tout inspirant» et j'avais même peur de faire peur aux gens et en fait, en 2022, j'ai décidé de tout balancer et de leur expliquer vraiment tout ce qui s'était passé, parce que c'était important, que ça fait partie de moi et que ce soit inspirant ou non, bah, en fait, c'est, c'est moi. Enfin, tu vois, c'est une partie de ma vie, donc ça sert à rien d'essayer de se donner des grands airs et cetera. Donc ouais, ça a été, libérateur pour moi, mais 2022 a continué d'être assez challengeante aussi. J'ai fermé, 2 de mes sociétés, sur 4 parce que pareil, en fait, ça vibrait plus. Donc je me voyais pas forcément, continuer, dont, bah, le développement de cette marque. La marque vibrait, mais on n'était plus en accord avec mon associé. Ça fonctionnait pas et voilà, parfois, il faut faire des choix. Hem, c'est vrai que si je suis honnête avec moi-même, j'ai souvent fait les choix qui peuvent paraître égoïstes, mais j'ai pas fait les choix par argent, tu vois? J'aurais pu continuer à chaque fois. Bizarrement, tu vois, alors que j'ai une peur du manque, je n'ai pas fait les choix parce qu'il fallait que je continue de gagner de l'argent. Parce que la marque, finalement, au moment où on a fermé, donc après 2 ans de développement, c'est à ce moment-là qu'on commençait vraiment à décoller et j'aurais pu me dire: «Non, mais allez, allez, on va continuer». Mais j'ai eu cette pensée, hein, honnêtement, je l'ai eue. On va continuer, j'ai pas passé 2 ans, d'énergie pour rien, pour au final, repartir à zéro. En plus tout l'argent investi et cetera. Mais en fait, c'était plus fort que moi. Quand ça résonne plus, on peut enfin, pour moi, on peut pas faire semblant longtemps. À un moment donné, on se fait rattraper par la réalité donc Mais comment tu faisais par rapport justement à ces problèmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations hyper confortables, tu vois? Que ce soit financières ou même, juste, logistiques et toi, on dirait que tu as pas forcément beaucoup de difficultés à te remettre dans une zone d'inconfort, tu vois? C'est quoi ton état d'esprit ou tes conseils ou tu vois? Je trouve ça vraiment assez, incroyable que tu le fasses, quasiment à chaque fois, de manière spontanée. écoute, c'est une bonne question et je pense que je me suis jamais posé la question moi-même. En fait, enfin, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais ça vient, naturellement. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être dans cette zone-là, hein. Pour rien te cacher, j'ai pas du tout envie d'y être, de me remettre à nouveau dans une zone d'inconfort. Mais, ou même une zone où je recommence à zéro. Après ça, j'ai quand même plutôt l'habitude parce que, étant donné que je m'intéresse à pas mal de choses et que j'ai plusieurs passions, plusieurs choses qui viennent m'appeler, bah, j'ai souvent l'habitude d'être, vue en partant de zéro et ça me dérange pas trop. Je pense que ça peut challenger beaucoup l'ego au début parce qu'on se dit: «Ah là là, j'ai pas envie d'être vue en partant de zéro, je suis étudiante». Mais en fait, on est tous des éternels, étudiants, il faut être assez humble pour le reconnaître, donc ça me dérange pas. Après la zone d'inconfort, d'échec, je l'ai jamais vraiment cherché, mais en fait, c'était comme plus fort que moi, en fait. Je ne peux pas continuer si ça fait pas de sens et moi, enfin, j'ai besoin de trouver enfin, comme tout le monde, en fait, c'est juste humain, mais je pense qu'on a tous besoin de trouver un sens et cetera. Tu vois, il y a eu une autre période, comme ça quand, parce qu'en 2022, du coup, je suis tombée enceinte en avril et j'ai pas du tout bien vécu, ma grossesse. Voilà, j'ai pas fait partie de ces femmes qui ont adoré leur grossesse et cetera.
Voilà, autant mon postpartum se passe extrêmement bien, autant la grossesse a été un gros défi, un espèce de voyage initiatique de malade. Et le premier trimestre, bah, m'a beaucoup challengée parce que, bah, voilà, on se prend un cocktail d'hormones dans la face, on comprend pas forcément. Moi, je suis quelqu'un qui, en plus, a besoin de tout analyser, tout comprendre, trop comprendre. Et là, il y avait rien à comprendre, en fait. J'avais juste à être dans le corps. C'est quelque chose que j'avais de mal à faire. Et puis c'est challengeant parce qu'en plus, et on n'a pas de ventre encore au premier trimestre. Voilà, moi, il a poussé, dans le 4e mois, donc du coup, les autres le voient pas forcément et donc on a l'impression qu'on n'est pas non plus compris dans son mal-être. Le 2e trimestre, ça allait mieux et le 3e, c'était la débandade complet. Et le 3e trimestre, j'ai carrément fait une dépression moyenne périnatale. Ah Le ouais. diagnostic a été posé. J'allais vraiment pas bien du tout. Je me suis cachée de ça. Alors, mes proches ont commencé à le voir. Moi, il faut savoir que j'étais extrêmement suivie par ma sage-femme parce que je devais faire un accouchement. Je dis «je devais» parce que tout s'est pas passé comme prévu, mais je devais faire un accouchement à domicile de base. Donc, j'ai été bien suivie par ma sage-femme qui venait aussi régulièrement à la maison. Elle a joué aussi quelque part ce rôle un peu de thérapeute. Donc, c'est elle qui a directement capté qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Alors, Chris le voyait aussi. Chris, c'est mon conjoint, mais il savait pas trop sur quel pied danser avec moi parce que je cachais beaucoup les choses. Mais bon, il voyait à quel point, j'avais le regard vide. Enfin, il se passait plus rien, en fait. Il se passait plus rien et puis, en fait, j'ai commencé à en parler et j'ai surtout commencé à parler des idées noires que j'avais parce que moi, c'était surtout ça que je trouvais extrêmement difficile, en fait, de porter la vie et en fait, à chaque fois que j'étais en voiture, bah, j'avais juste envie de me mettre dans un fossé, quoi. Mais vraiment, je n'expliquais, pas ça et j'avais plus aucun sens. J'ai déserté un peu les réseaux à ce moment-là. Même dans ma vie entrepreneuriale, elle n'avait plus de sens, en fait, cette vie-là. J'ai failli, supprimer, tous mes réseaux. Enfin, franchement, heureusement que Chris a été là et qu'il m'a vraiment empêché de le faire. Mais, ouais, il y a un matin où je disais: «Non, mais là, c'est bon, je disparais, j'ai plus envie. C'est pas ma vie, c'est pas fait pour moi, je veux plus de ça» et cetera. Comme, j'allais dire comme quand on est bourré, quoi. On dit n'importe quoi, on n'a plus de filtre, donc Chris, il essaie de me raisonner, il se dit: «Non, mais attends, calme-toi, ça va aller, viens, tu y repenses», et en fait, il m'a empêché de faire plein de choses au final, mais plus rien n'avait de sens. Puis je passais toute la journée sur le canapé à rien faire et à râler et à ruminer toute seule de rien faire, juste de rien faire et j'avais plus envie. Moi qui adore lire, en fait, toutes ces passions qui m'animent au quotidien et cetera, l'apprentissage et tout, il fallait pas m'en parler, je ne voulais rien apprendre. Il fallait même pas me parler d'apprentissage. J'avais plus de sens, en fait, parce que je me disais: «Mais à quoi bon? À quoi bon?» Ça, c'était la réflexion que j'ai eue tout mon 3e trimestre, c'est: «À quoi bon faire ça? Ça sert à quoi de faire ça? Ça n'a pas de sens». Et donc voilà, vraiment, j'ai eu vraiment hâte pour le coup d'accoucher. Je savais pas du tout où j'allais dans ma vie entrepreneuriale jusqu'à ce que j'accouche, hein. Je vais pas te cacher que encore une fois, c'était un gros challenge à un tout autre niveau, parce que, bah, je me disais: «Mais dans quoi je vais partir? Qu'est-ce que je vais faire?» Puis après, j'ai dû lâcher et me dire: «OK, on verra quand bébé sera là», parce que là, je ne trouvais pas. Puis en fait, vu que je rumine énormément, je plus je cherchais, moins je trouvais de réponses finalement, aux questions que je me posais. Donc heu Bah, souvent, c'est donc ça, ouais, c'est heu, plus tu forces et moins les réponses viennent, quoi. c'est exactement ça, ouais et moi, je suis un peu une tête brûlée, sur ça, dans le sens où, j'ai extrêmement de mal à lâcher prise, et puis là, en plus, avec les hormones et cetera, oh, c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi, donc ouais, j'avais juste une hâte, c'est que bébé soit là et puis en fait, toutes les choses se sont faites très, très naturellement parce qu'effectivement, après avoir accouché, je peux pas dire que ça a été immédiat, mais presque, en fait. Presque parce que j'ai retrouvé très vite, en fait, un sens à ce que je voulais faire, à la vision que je voulais donner. J'ai eu un accouchement qui, je pense comme toutes les femmes, c'est transcendant, mais ça a été incroyable. Enfin, ça m'a appris tellement sur moi-même aussi que, je me suis dit: «Bah, en fait, quand tu passes par là, tu es plus jamais la même personne après, quoi». Et je peux pas dire que ça m'a apporté des messages, c'est pas vraiment le terme, mais ça a changé ma perception des choses. Je saurais pas exactement te dire pourquoi et comment, mais ouais, j'ai eu un tout autre œil sur pas mal d'autres points de ma vie, d'autres sphères et cetera. Et puis les choses se sont fait finalement très naturellement après ça, une fois qu'elle était là. J'ai repris assez vite aussi le travail.
Ça, c'est pareil. Bon, c'est un choix qui n'est pas forcément compris de tout le monde. Et du coup, ça veut dire que tu faisais quoi? Parce que tu avais arrêté donc l'entreprise de lithothérapie et du coup, quand tu dis: «J'ai repris» et tout ça, ça veut dire que là, tu étais plus dans autre chose, dans du coaching? Ouais, en fait, si tu veux, au moment en 2022 où j'arrête ma marque, on se met, on s'associe avec Chris. Donc bon, j'ai pas été tant traumatisée de la première association puisque du coup, je recommence une 2e. On s'associe et plus sur du coaching, autour de la spiritualité et du dev perso. On en est plus parti là-dessus. Après, en fait, c'est très bizarre, mais j'ai fait un espèce de rejet, du monde, du business. En tout cas, j'ai fait mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'ai fait un rejet des gens qui étaient là-dedans. À l'époque, je pense que c'est aussi pour ça que je me suis détachée de l'affiliation, mais j'ai baigné dans un monde où bon, maintenant, il y a beaucoup plus de femmes, mais tu vois, quand je me suis lancée il y a 5 ans, il n'y en avait pas tant que ça, des femmes entrepreneurs, en tout cas dans mon milieu. Et quand j'allais à des conférences, ben, bien souvent, voilà, il y avait bien 80-90 d'hommes. Je vais pas faire de généralité, mais la plupart avaient une mentalité très requin et j'ai beaucoup de mal avec ça, dans ce milieu-là surtout. Et je pense que c'est de ça dont je me suis énormément éloignée. Et c'est ce que je disais à Chris, je disais: «Je pense que je vais arrêter tout ce qui est» parce que je faisais déjà un peu de mentoring pour des entrepreneurs et cetera, et j'avais la sensation de plus me retrouver là-dedans parce que je n'avais pas encore compris que c'était à moi de créer aussi mes propres règles et qu'on pouvait très bien entreprendre là-dedans sans être un requin. Et j'avais tellement de mauvais exemples autour de moi que je me disais: «Mais je veux pas être identifiée à ça. C'est pas ma vision, je suis pas alignée avec ça. Je veux même plus participer à des conférences comme ça», parce qu'on sait à quel point quand on participe aussi, en tant que conférencier, conférencière dans quelque chose, on est vite aussi assimilé aux personnes avec qui, on a participé. Donc je voulais vraiment me sortir de là et ça m'arrangeait aussi très bien du coup d'être à Bali et de pas être en présentiel pour essayer pas de me donner une autre image, parce que finalement j'ai jamais été associée à ça, mais je m'en suis sortie. Et donc je suis restée plus dans le développement personnel de façon générale et finalement ça a très, très bien fonctionné. C'est ce qui m'a permis de relever, vraiment la barre en 2022 par rapport à l'année 2021 où je coulais. L'association avec Chris a super bien fonctionné. On était vraiment très complémentaires. C'est toujours le cas d'ailleurs, sauf qu'on est partis sur des polarités encore plus différentes. Et c'est vraiment en 2023 que, bah, là, cette année, que je suis revenue en force sur, bah, le mentoring des entrepreneurs parce que je pense que c'est ce qui m'anime, au plus profond de moi-même, en fait. C'est d'aider des personnes qui, finalement, sont comme moi. Et en fait, je le fais à travers différents niveaux. Donc oui, bien sûr, il y a une partie un peu développement personnel et outils de connaissance de soi parce que c'est aussi mon dada. Donc j'étaye mes offres aussi avec ça. Mais j'ai compris qu'en fait, les règles, c'était à moi de les créer, tu vois? Et que j'étais pas obligée de m'identifier à ces entrepreneurs qui, moi, ne m'inspirent pas ou en tout cas auxquels j'ai pas du tout envie de ressembler. Et sur le côté, multipotentiel, parce que tu as beaucoup parlé du sujet et pareil, je pense que ça parle à beaucoup de gens qui, soit ont plusieurs centres d'intérêt et savent pas forcément vers quoi, basculer, soit ont pas forcément envie de faire un choix. Toi, c'est quoi ta position sur ce sujet-là? Alors oui, bah, j'ai été complètement dans ce cas de figure-là. D'ailleurs, même quand je me faisais, mentorer moi aussi, de mon côté, parfois j'ai fait face à des coachs, des mentors qui n'ont pas du tout compris cette part-là de moi. Et le seul message en fait qui qui me tabassait en fait, c'est, «Concentre-toi sur un truc et fais ça». Et moi c'était super frustrant pour moi. Donc je pense que comme tout, il y a un équilibre. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y a différents, pour moi, profils de multipotentiels, multipassionnés, plusieurs, archétypes évidemment. Le but, c'est pas de nous mettre dans des cases, mais moi, typiquement, je suis plutôt un archétype jongleur. Donc moi, je vais avoir, en fait, ce besoin de jongler entre plusieurs projets en même temps. Par contre, je vais aussi faire des choix. Ça veut pas enfin, des idées, je vais en avoir très souvent. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi j'ai une page Notion où je note, toutes mes idées un petit peu en vrac comme ça. Elle fait un peu peur pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, mais moi je m'y retrouve bien là-dedans. Après ça ne veut pas dire que je mets tout en application, hein, mais juste au moins je les note pour les sortir de ma tête et éviter la charge mentale puisque ça c'est quelque chose que voilà, grande histoire de ma vie. Mais voilà, le but c'est de faire un minimum de choix. Ça ne veut pas dire se concentrer que sur une chose, mais encore une fois, c'est une question de vision aussi. C'est-à-dire que moi, je vais jamais faire plus que 2 ou 3 projets en même temps, ce qui est déjà très bien. Tu vois, typiquement, là, je suis sur,
un projet d'académie pour les multipotentiels et en même temps, je suis sur l'écriture de mon livre pour les multipotentiels et à côté de ça, je ne sais pas si on peut les compter comme des projets, mais je développe aussi mon podcast, puis j'ai toute la création de contenu. Enfin, voilà. Il y a d'autres choses qui viennent, se mêler à ça et je priorise, en fait, énormément. Donc je pense que oui, on peut faire plusieurs choses, mais c'est beaucoup une question de planification, de gestion du temps et de savoir qu'est-ce qu'on priorise. Moi, typiquement, j'aime utiliser, dans une de mes méthodes de productivité, entre guillemets, préférées, c'est la méthode un peu de la journée d'école. C'est-à-dire que je vais diviser mon temps, comme à l'école, en fait, par matière, si je puis dire et si, par exemple, j'ai 3 projets en cours et ben, je vais passer, par exemple, 2-3 heures sur un et puis 2-3 heures sur l'autre et je vais diviser dépendamment de voilà, après je travaille pas toujours, le même nombre d'heures par jour, mais j'essaie à peu près de diviser mon temps comme ça. Mais ça, c'est vraiment c'est pas universel, en fait. Il y a des profils multipotentiels que j'accompagne pour qui cette méthode n'ira pas forcément, dans le sens où eux, ça va être plutôt toute une journée sur un projet et le lendemain sur un autre et le surlendemain sur un autre. Donc le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment de tester. Pour moi, on peut faire plusieurs choses. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire et gros disclaimer aussi sur le fait qu'on n'est pas obligé de monétiser toutes nos passions. Je sais que souvent on se dit: «Mais oui, mais j'ai envie de faire ça, ça, ça», mais tout n'est pas obligatoirement, fait pour gagner de l'argent, en fait. Il y a des passions qui peuvent rester des hobbies, des passe-temps et c'est très bien comme ça. Donc voilà, ça aussi c'est une question à se poser. Qu'est-ce que j'ai envie de monétiser ou non finalement? Oui, toi, dans tes projets, il y en a que tu fais plus parce que ça te nourrit, mais tu sais que tu vas pas forcément gagner de l'argent avec. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Et puis, voilà, comme je te disais, de bien savoir, prioriser, planifier et gérer son temps autour de ça parce que c'est un des plus gros, points noirs d'un profil multipotentiel, c'est la gestion de temps finalement. Comment on peut se donner, à fond sur autant de choses, mais sans pour autant faire du multitâche. Moi, vraiment, quand je me mets sur une tâche, sur un projet, je le fais pendant 2 heures et je vais pas aller regarder les autres. Vraiment pas, parce que sinon, en tout cas, moi, pour moi et je pense que c'est d'une façon générale le cas, mais peut-être que je me trompe, c'est pas efficace pour moi de faire comme ça, tu vois? Donc je vais vraiment me focus sur ce projet-là pendant le temps que je me serais donné auparavant et ensuite passer sur l'autre. Comme ça, je reste, deep dans ma tâche, quoi. Et est-ce que tu as des sources d'inspiration? Alors, plus sur, la connaissance de soi ou, tu vois, l'introspection ou comment savoir ce qui te convient? Est-ce qu'il y a peut-être des formations que tu as fait ou alors, même des livres ou des gens qui t'ont inspiré? Moi, je suis une grande fan, donc comme je disais, des outils de connaissance de soi. Bon, déjà, je suis une fan d'astrologie aussi à côté. Je suis astrologue aussi à côté, donc forcément, moi, ça m'aide aussi beaucoup dans mon quotidien, de m'appuyer sur l'astrologie. Donc oui, du coup, j'ai fait des formations par rapport à ça. Après, j'aime beaucoup aussi, je m'y suis pas vraiment formée, mais je trouve ça hyper intéressant aussi, tu sais, les tests un peu de connaissance de soi type MBTI, le MBTI, en fait, donne, des résultats, comment je peux dire ça? Il donne accès en fait à 16 profils différents. Alors encore une fois, l'idée c'est pas de se mettre dans une case et de dire: «Bah, voilà, tu es ça». En fait, c'est très paradoxal parce que tu vois, je déteste le fait qu'on se mette dans une case et moi j'aime pas être mise dans une case. À la fois, je suis très fan des outils de connaissance de soi, mais je m'en sers pas comme une excuse. Tu vois? Ça, c'est souvent mon discours, c'est le but, c'est pas d'excuser des comportements que j'ai à cause ou grâce à ça, tu vois? Ou par exemple comme le human design, pareil, le human design, je m'y connais pas plus que ça, mais je trouve que c'est un outil, aussi, très intéressant. Mais le but, c'est pas de, voilà, d'excuser mes faits et gestes avec ça. Donc je j'aurais pas de formation, spécialement à recommander, mais en tout cas, l'astrologie, le human design, le MBTI, l'énéagramme, c'est des bons outils, je pense, pour aller, profondément, bon, je pèse mes mots parce que je pense qu'on se connaît jamais, à 100 même à la fin de sa vie, mais en tout cas pour essayer de se connaître au mieux, et d'aller découvrir un petit peu ses points forts. Ça, c'est important parce que parfois on a l'impression que, on fait une chose, pour nous, ça nous paraît complètement banal, c'est du bon sens et cetera et en fait non, ça peut être un point fort que tout le monde n'a pas. Typiquement chez les multipotentiels, je sais que c'est l'adaptabilité. Souvent les profils multipotentiels sont adaptables parce qu'ils ont eu l'habitude un petit peu de traîner dans pas mal de domaines et d'acquérir pas mal de compétences un peu partout. Mais quand je parle à un profil multipotentiel, pour eux, c'est logique. Bah, tout le monde s'adapte, mais pas forcément et tu vois, ça peut être intéressant aussi d'aller le creuser avec, que ce soit des tests de personnalité ou des outils de connaissance de soi. Et tu parlais de l'astrologie, toi, comment ça t'a aidé concrètement, ce que tu as appris? Moi, l'astrologie,
bon, ça fait à peu près 6 ans que vraiment, je m'y intéresse et ça fait seulement, 2 ans que je suis formée. Mais, l'astrologie, ça m'a bon, forcément après m'y être formée, j'ai découvert encore plus de choses, mais, ça m'a énormément aidée à comprendre, des schémas ou, des modes de fonctionnement, des prises de décision un petit peu aussi, que je pouvais avoir sans forcément, comme je te disais, me mettre dans une case. En fait, le fait de j'ai compris que c'était bien plus que, un signe, tu vois? Genre typiquement quand on dit: «Ah, je suis lion, je suis taureau, je suis machin». En fait, le fait d'avoir fait mon thème astral, j'ai compris déjà qu'on avait les 12 énergies des signes en nous. Donc quand on dit: «Je suis machin», c'est vrai et c'est faux à la fois. Et ça en fait, vraiment, ça m'a fait voir je peux pas dire la vie sous un autre angle, mais presque en fait, dans le sens où j'ai aussi compris mes forces, et justement des choses que je voyais pas forcément comme des forces ou alors des choses où je doutais un petit peu, tu vois? Je sais que typiquement dans mon thème astral, il y a une grosse notion de communication et pendant longtemps je me disais: «Oh non, je sais pas forcément envie de me montrer face cam» ou je procrastinais à ouvrir un podcast, tu vois? Ce type de choses qui m'ont finalement poussée en fait à me dire: «Bah, en fait, si parce que peut-être que je peux le dé» en fait, c'est des potentiels qu'on a déjà en nous. Je pense qu'on a tous des potentiels en fait en nous. Ça, c'est pas la question, mais il y a des choses qu'on va peut-être développer plus rapidement que d'autres, tu vois? Et moi typiquement, c'était un peu ça. Je pense que je l'avais déjà un peu en moi, mais que je m'autorisais pas à aller le pousser en fait. Et l'astrologie m'a aidée aussi en ce sens et il m'a aidée aussi par rapport à ma carrière, mon travail, parce que tu as des points aussi dans ton thème astral qui montrent, entre guillemets, des facultés ou en tout cas des points que tu pourrais développer dans ta zone un peu publique, dans ta carrière. Je pense au milieu du ciel, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais, ça m'a aidé à comprendre un petit peu mieux aussi mon côté multipassionné qui, se lie clairement dans mon thème. Donc c'est assez rigolo aussi les similitudes. Tout comme aussi, alors je m'y connais moins, mais le human design aussi, je sais que typiquement je suis un profil manifesteur générateur en profil 3-5 où je sais que les manifesteurs générateurs sont très souvent des profils multipotentiels, multipassionnés. Enfin, c'est assez rigolo parce qu'en fait, en imbriquant un petit peu tous ces outils, il y a il y a une belle cohérence, en fait et je trouve qu'il y a une belle complémentarité. Donc il y en a forcément qui m'appellent plus que d'autres, mais ouais, l'astrologie m'a beaucoup aidée et ça m'aide encore aujourd'hui parce que, tu vois, par exemple, si je dois faire des lancements, ben, je fais le thème astral. Alors, je prends le thème astral de ma boîte et je regarde en fait à quel moment, entre guillemets, alors je fais pas toute ma vie sur ça non plus parce que sinon on vit plus, mais je regarde des moments un petit peu plus propices, peut-être, pour lancer ou pour communiquer sur certaines choses ou peut-être pour rester en retrait et cetera. Donc c'est un chouette outil. Et on arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question pour toi, Solène, qui est un peu rituelle, qui est: quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer? D'oser. Moi, ça, c'est vraiment, c'est un peu mon credo, mais d'oser. Vraiment oser le faire et de c'est un petit peu bateau de dire ça et facile surtout, mais l'échec, il est jamais mauvais. Vraiment, vraiment, vraiment et pour avoir vécu l'échec, pas mal de fois, je pense que c'est la façon dont on va rebondir finalement derrière qui va être importante, mais n'ayez pas peur d'échouer parce que je vous le dirais même, vous allez échouer, en fait. C'est normal. Tous les plus grands, s'il y a des personnes qui vous inspirent, la personne qui vous inspire le plus a échoué aussi, elle. Donc, osez. Lancez-vous, en fait. Lancez-vous maintenant. Lancez-vous avant d'être prêt. S'il y a quelque chose qui vous appelle, ne restez pas dans cette peur-là, quoi. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi, il y a ton compte Instagram. Et donc Instagram, je le mettrai dans la description du podcast, mais c'est Solène Feg tout. Solène Feg. Solène Feg tout, c'est ça. Ok, super. Merci beaucoup, Solène. Et à toi. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.